Parmi les 102 députés libéraux, il s'est démarqué par son travail assidu à l'Assemblée nationale et en commission parlementaire. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Harvey. Bonjour, M. Morin. Dans le second mandat du gouvernement Bourassa, 73 à 76, et c'était un mandat plus difficile pour le gouvernement, notamment, quelques raisons, mais notamment à cause de la controverse du projet de loi 22 sur la langue française. Vous représentiez un comté presque totalité francophone. Comment vous avez géré cette difficulté-là? C'est clair que j'étais favorable à la loi 22, évidemment, pour consacrer dans un encadrement, dans une loi, et décréter le français langue officielle au Québec. D'ailleurs, la déclaration de l'après-Meach en 90, qui viendra un peu plus tard, mais qui rendra sûrement célèbre cette déclaration de M. Bourassa, le désormais adressé au Canada anglais. Moi, je pense que j'ai une fierté d'être francophone et puis d'affirmer cette langue la plus belle entre toutes, même haut et fort au Canada anglais. Alors, j'étais en faveur de la loi 22 et ça n'a pas eu d'impact chez nous dans le comté comme tel. Sauf que certains francophones disait à M. Bourassa qu'il n'était pas allé encore assez loin et que les anglophones de la circonscription voisine, Chauveau, entre autres, certains anglophones disaient qu'il était allé trop loin. Alors, dans la région de Québec, c'est à peu près le murmure qu'on a entendu, mais c'était quand même beaucoup plus, avec beaucoup plus de turbulence, devrais-je dire, dans la région de Montréal. Et ça a eu des conséquences, évidemment, dans la morosité, l'humeur de la population aussi, et ça a influencé drôlement la campagne électorale de 1976. 76, pardon. Dans l'époque où vous étiez parmi les 102 députés libéraux, vous vous êtes démarqué par une assiduité dans les travaux à l'Assemblée nationale et en commission parlementaire. Vous aimiez vraiment ce travail-là? Bien, au fond, on est élu pour être un législateur. C'est notre job et puis c'est notre responsabilité aussi. Alors, quand on a un mandat, on a la responsabilité aussi de passer à l'action. Alors, évidemment, quand on regarde à la télévision la période de questions, on ne peut pas avoir une idée de ce qui se passe dans un Parlement. C'est absolument aberrant de voir, c'est un peu, et surtout le voyeurisme qu'on propose là, par le biais de la période de questions rendue sur l'écran. Il y en a beaucoup qui pensent peut-être vouloir s'affirmer davantage par cette formule-là, mais le vrai travail, là, le véritable travail, là, il se fait en comité et en commission parlementaire. C'est là vraiment que de tous les partis politiques, le travail efficient, devrais-je dire, il se fait vraiment en comité. Et moi, j'aimais ce travail-là parce que ça nous permet de comprendre beaucoup plus à fond les gestes qu'on pose. On les pose en fonction de l'intérêt collectif. Et c'est sérieux, on a un mandat et c'est là qu'il s'exerce en particulier. En 1976, M. Bourassa déclenche des élections qu'on a qualifiées de précipitées parce qu'il n'y avait que 3 ans de mandat de fait. Êtes-vous favorable à cette élection à ce moment-là? Bien, il faut dire que ça lui appartient. Hein? C'est le privilège, c'est la prérogative du premier ministre de demander des élections au moment où il juge à propos. Évidemment, en échangeant dans un caucus, je pense que c'est beaucoup plus par diplomatie qu'il nous consultait. Sa décision était probablement prise déjà.
Personnellement, je n'étais pas emballé de l'idée, puisqu'on était 102 députés. On avait déjà accourté le premier mandat de 1973. On aurait pu aller jusqu'en 74, à la limite 75 même. Et on en était, en l'espace de 6 ans, à 2 élections, à 3 ans après 3 ans. Moi, je trouvais ça peut-être un peu rapide, mais j'ai toujours eu le respect, moi, de l'autorité. Ça fait partie peut-être aussi de mes valeurs. Et donc, j'étais entièrement derrière le chef dans cette chose-là, même si ça ne m'emballait pas tout à fait. Vous vous fiez peut-être au flair de M. Bourassa, parce qu'en 1973, il y avait eu la main heureuse. Oui, effectivement, mais on avait eu une élection un peu spectaculaire à cause du mandat. Et en 1976, ça a été différent. Je trouve que l'approche du Parti québécois a été une approche beaucoup plus intelligente. Le Parti québécois a mis de côté son option en proposant d'offrir aux Québécois un gouvernement, un bon gouvernement. Puis je pense, et ça, je suis sincère quand je le dis, je pense que les gens ont eu un bon gouvernement en 1976. Le Parti québécois, mené par M. Lévesque, a constitué un excellent gouvernement en 1976. Ça a fait du bien. C'était rafraîchissant de voir qu'il y avait du changement. Parce que moi, de mémoire, vous savez, M. Morin, je me souviens, dans les débuts, les années 70, 73, 74, on avait des surplus de budget. Moi, je me rappelle que des sous-ministres pour lesquels j'avais des liens, en particulier les ministres, disons, majeurs là, pour la voirie, les développements régionaux, qui me téléphonaient, moi, sur les fins d'année en disant, ben là, on a un fonds de tiroir, là, puis on a quelques millions, là. As-tu des projets dans ton comté? Et ai-je besoin de vous dire qu'il y en avait des projets dans le comté de Chauveau dans les années 70? Alors, la réponse était toujours positive et je pouvais, à ce moment-là, bénéficier des argents qui pouvaient arriver avant la remise de ces fonds consolidés, de ces argents-là au Fonds consolidé du Québec. Alors donc, ça nous aidait. À cette campagne électorale de 1976 dans Charlesbourg, quel bilan vous avez défendu, celui du gouvernement Bourassa ou celui de André Hervé dans son comté? Ah, c'est clair que j'ai défendu mon bilan personnel et je pense que la plupart des députés, à ce moment-là, ont fait de même. Il y avait une solidarité à l'endroit de l'ensemble, de l'équipe, puisque c'est une équipe hein, qui est élue. C'est une équipe aussi qui est battue hein, quand c'est rendu à terme. Mais j'avais fait davantage l'étalage des réalisations dans le comté de Charlesbourg en particulier. Avez-vous souvenir des principales réalisations que vous avez défendues à ce moment-là? Ah mon Dieu, c'est assez facile de me souvenir. Alors, l'aréna de Charlesbourg, l'aréna greffée à une piscine et un complexe sportif à Orsainville, et j'en passe. Ça a été des choses importantes réalisées à ce moment-là. Mais déjà, à votre époque, on ne parlait pas d'élargir le boulevard Talbot Oui. en direction de Chicoutimi? En fait, tout à fait. Même si on va dans les fichiers de 1970, le Parti québécois promettait à ce moment-là le boulevard Talbot à 4 voies, en 1970. Alors, c'est plus de 40 ans. Et il a fallu un accord du gouvernement fédéral, non seulement un accord fédéral-provincial, mais des argents hein, qui viennent du gouvernement fédéral pour réaliser ce projet-là. Et aujourd'hui, on estime à environ 1 milliard le coût total que sera réalisé l'autoroute à 4 voies des Laurentides pour relier Québec à Chicoutimi, à Saguenay, si vous voulez. Alors donc, c'est extraordinaire. Ça prend du temps aujourd'hui hein, à construire ces choses-là. Alors, c'était dans nos cartons, et même si on a l'illusion de croire qu'on a tout fait, qu'est-ce qui est possible, puis qu'on mérite l'élection. Vous savez, des fois, on a la pensée magique de croire que c'est grâce à nous qu'on a été élus dans une circonscription. Mais on n'a pas beaucoup de mérite, je pense. Il s'agit d'offrir ses services humblement, de travailler aussi selon le mandat qu'on a reçu, là, généreusement pour sa circonscription.
Mais on est élu parce que, et le comté de Charlesbourg en est un exemple type, c'est un comté qu'on appelle un comté pilote. Lorsqu'il y a un changement d'élection, remarquez qu'est-ce qui se passe à Charlesbourg. On parle souvent de Saint-Jean, mais Saint-Jean, là, il a été contrarié là, au cours des dernières années, tandis que Charlesbourg, c'est pas mal ce qui se passe à travers l'échiquier provincial. Mais est-ce que vous avez cru quand même à la victoire jusqu'à la fin? Oui, j'ai cru, M. Morin. Moi, j'ai cru à la victoire jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière heure. Ah oui? Jusqu'à la fermeture Vous aviez des des polls. indices? J'avais des indices, mais j'avais particulièrement des encouragements, c'est drôle, venant de l'extérieur. J'avais rencontré mon adversaire péquiste, M. de Belleval, au lac Saint-Charles, 2 jours ou 3 jours avant l'élection générale. Et Denis me dit, André, tu peux retourner chez toi, tu sais. Il dit, moi, je fais du terrain, puis il dit, je m'aperçois que tu es aimé dans le comté, puis il dit, je pense que tu as toutes les bonnes raisons de croire que tu devrais être élu. Il dit, va te reposer un peu, les élections générales, c'est lundi et le reste. Et moi, je lui ai répondu, je vais travailler jusqu'à la fin parce que c'est tu sais, jusqu'à dernier jour, la dernière heure. Est-ce que vous avez vu? J'avais de la peine, j'ai eu de la peine pour mes organisateurs, j'ai eu de la peine pour mes supporters. Mais pour moi, personnellement, j'étais content du travail accompli. Et en arrivant chez nous le soir de l'élection, après avoir écouté les résultats, ma fille Christine m'attendait à la porte, puis elle disait, papa, c'est ça. Alors, elle avait trouvé son père. Elle était contente finalement de retrouver son père. C'est un peu l'envers positif de la médaille. Peut-être. Oui, la défaite. Justement, est-ce que la vie de famille est plus difficile pour un politicien que pour quelqu'un qui exerce une autre profession? Moi, je pense que oui. Je crois que oui. Parce que, prenons un avocat, par exemple, qui va prendre congé de son cabinet d'avocat, va maintenir quand même un lien, même s'il est hors de pratique privée. Ici, il devient législateur, alors il va bonifier encore sa profession. C'est une belle profession, avocat. C'est une profession, comme on dit, vocationnée pour la législation, pour devenir un législateur. Moi, je n'étais pas un avocat de formation, j'ai dû travailler plus fort, mais d'autres, j'ai vu des amis ingénieurs qui sont retournés à la pratique aussi, des professeurs qui ont pu reprendre grâce à des mesures de congés sans solde. C'était pas mon cas à moi. Après un terme, on a pu la possibilité de retourner au travail. Alors, le lendemain de l'élection, c'est, tu sais, pour un simple travailleur, ben, c'est le chômage. Hein? Et ça a été votre cas? Est-ce que ça vous a mis du temps à vous trouver un autre emploi? Dans mon cas, j'ai été chanceux. Dieu soit loué, là. J'ai été vraiment chanceux puisque j'étais beaucoup impliqué, moi, dans la mise en place des caisses d'entraide économique au Québec. Et ici même, à Charlesbourg, la création de la Caisse de Charlesbourg. Mais au lendemain de l'élection, le président de la Fédération des caisses d'entraide économique, M. Jacques Gagnon, m'a téléphoné pour me dire « J'aimerais que tu viennes causer un peu avec moi ». Et je partais pour une quinzaine de jours en vacances, en repos. Et je suis allé le voir. Et puis, il m'a offert à me joindre à l'équipe des caisses d'entraide économique comme animateur économique. C'est ce que j'ai accepté. Mais évidemment, le problème là-dedans, puis qui vient un peu perturber une vie de famille, c'était le branle-bas de combat et le déménagement. Un autre déménagement. Un déménagement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors donc à Alma, pour, tu sais, nouvelle résidence, les enfants dans des nouvelles écoles et puis nouveaux milieux, des amis qui auront à se faire hein, eux-mêmes. C'est difficile. C'est un contexte difficile pour un élu qui, au lendemain, là, tombe
sans filet, là, tu sais. Est-ce que vous aviez quand même une arrière-pensée pour revenir en politique éventuellement? Monsieur Morin, je n'en avais pas du tout. Non? J'étais heureux là où j'étais, à la Fédération des caisses d'entraide, sauf que un événement imprévu, le décès subit de Jacques Gagnon, a fait en sorte que le nouveau président qui est arrivé en service m'a fait venir 24 heures après l'inhumation de M. Gagnon pour m'annoncer que je savais que j'étais l'adjoint du président, mais surtout pour m'annoncer que je ne faisais plus partie, moi, de sa cour, que je ne faisais plus partie de son... Bref, vous étiez viré. J'étais viré, si vous voulez, hein, pour employer une expression. Et c'est à ce moment-là que des élections, après le référendum de 1980, vous vous souviendrez, après le référendum de 80, dans l'air, il y avait des élections potentielles pour 81. Mais les circonstances ont fait que j'ai dit, moi, je retourne au travail. Je retourne dans ce que c'est que je connais le plus. Je retourne dans ce que j'aime le plus faire. Et avec l'accord de ma famille, à ce moment-là, j'ai postulé à Jonquière dans une circonscription qui était connue par le nom familial Harvey, puisque Gérald avait été pendant 16 ans député de Jonquière. Alors, je n'avais pas besoin de m'identifier. À la rigueur, je savais déjà qu'il y avait une certaine compassion pour le travail fait, exécuté par Gérald à l'époque. Et puis moi, j'arrivais avec une expérience, une expertise différente. Aviez-vous la bénédiction de M. Ryan? Non, je n'avais pas la bénédiction de M. Ryan. Et c'est quelque chose de connu depuis longtemps que M. Ryan, tous ceux qui avaient été de près ou de loin avec Robert Bourassa ou proches de l'organisation du Parti libéral antérieurement à son arrivée, bien, on n'était pas bienvenus. On n'était pas bienvenus dans l'équipe de M. Ryan. Alors, moi, j'ai contourné un peu son énoncé ou son attitude. Ce que j'ai fait, c'est que mon intention était bien arrêtée d'aller à Jonquière. Alors, j'ai envoyé une lettre à chacun des membres du Parti libéral, les 800 ou 900 membres du Parti libéral, une lettre personnelle avec une enveloppe réponse. Et je leur demandais de m'indiquer s'ils étaient d'accord à ce que je pose ma candidature. Et si j'avais eu une réponse ou des réponses négatives sur 800 ou 900 lettres envoyées, bien, j'aurais pris une décision en conséquence. Mais à ma grande surprise, il y a au-delà de 750 personnes qui m'ont répondu qu'ils étaient d'accord à ce que je pose ma candidature. Et j'avais une brique comme ça, puis je suis venu présenter cette brique-là avec à monsieur Gérard Delévesque en lui demandant de solliciter en mon nom une rencontre avec M. Ryan. Parce que M. Ryan ne voulait pas que je sois candidat. Il me l'avait énoncé, il me l'avait dit clairement. Je ne veux pas que vous soyez candidat. Alors, j'ai dit, M. Ryan, j'ai dit, vous ne voulez pas, mais j'ai dit, les membres du Parti libéral, au nombre de 700, puis vous avez la liste, là, ils m'ont donné leur accord. J'ai dit, c'est à leur demande que je pose ma candidature. Alors, donc, ça a été assez froid. Il m'a dit que je ne comprenais pas le sens de son désaccord, mais je me suis porté candidat à une convention. Alors, je vous avouerai tout de suite que c'est peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, là, hein, d'aller là. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix? Est-ce que j'avais vraiment le choix? Vous n'aviez pas peur des difficultés? Je n'avais pas peur des difficultés, mais j'avais un choix familial à faire à l'époque. C'était un peu... Et j'ai gagné la convention, mais à l'élection, c'est pour ça que je vous dis, je me présentais contre le président de l'Assemblée nationale à l'époque. Le Parti québécois était dans ses heures de gloire. Et à Jonquière, le résultat a été encore plus éloquent vis-à-vis le Parti québécois. Je pense que ça a été une majorité écrasante que M. Vaillancourt a eue à ce moment-là. Et alors, j'ai dû, à ce moment-là, accepter le résultat. Je n'avais pas le choix. C'était en 81, votre deuxième défaite.
En rétrospective, là, et après avoir consulté vos ex-collègues, c'est quoi les principales difficultés que rencontre un candidat des faits? Ah, c'est le chômage. C'est le chômage. En 1976, lorsque l'élection était terminée, le chèque était terminé, hein. Il y avait une pension à laquelle on contribuait nous-mêmes, qui faisait partie d'une compensation qui était envoyée par le gouvernement. Aujourd'hui, il y a eu des bonifications qui ont été faites dans ce sens-là. Mais il fallait faire vite, il fallait se tourner assez rapidement de bord et puis aller vers autre chose. C'est le chômage, oui, qui est le pire problème que rencontre, mais aussi c'est l'isolement. C'est le fait que, vous savez, le nobody, là, hein, la personne qui, du jour au lendemain, ne se sent plus ni regardée, ni adulée, ni utile pour qui que ce soit, après avoir été dans la constante activité, puis presque même l'euphorie, hein, parce que la politique, c'est un monde fou un peu. Mais la difficulté amène aussi des découragements, des dépressions profondes, amène aussi des problèmes qui sont liés à la toxicomanie, à l'alcoolisme. Et l'alcoolisme a comme conséquence aussi la folie et la mort, parce que j'ai en mémoire, moi, j'ai passé des 5 doigts de ma main pour vous raconter les noms des personnes qui sont aujourd'hui disparues, puis qui ont mis fin à leur jour. C'est triste, penser à ça, des anciens membres de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont abandonnés par leur propre parti au lendemain d'une élection. Tu n'as pas été élu. C'est comme si tu es plus utile, ni pour le parti. Il y a de l'ingratitude beaucoup. L'ingratitude, c'est épouvantable. Il ne faut pas compter sur ça. Si on va en politique, c'est d'avoir à se reprendre en main. Et malgré le travail dur que moi, ça m'a imposé personnellement, je vous dirais qu'aussi, je ne suis pas de celui qui va ressortir de ces années-là avec de l'amertume, bien au contraire. C'était 7 belles années de ma vie, moi, que j'ai investi en politique active. Ça vous a amené à aider justement les anciens députés par le biais de l'amicale des anciens parlementaires? En 1993, l'amicale a été créée par une loi du Parlement. Alors, à cette époque, le président de la Chambre ne pouvait pas lui-même proposer une loi, mais il l'a fait proposer par le vice-président de la Chambre, qui était Michel Bissonnette. Michel Bissonnette a été le parrain de la loi et M. Saint-Onge, président d'alors, ont été les parrains de la loi qui a créé l'amicale. Et lorsque moi, je suis devenu membre de l'exécutif de l'amicale, c'est par le biais c'est drôle, j'étais absent à ce moment-là de la région et un de mes ex-collègues m'avait demandé, « André, si s'ouvrait un poste à l'exécutif de l'amicale, est-ce que tu serais intéressé à y adhérer? » Alors, j'avais donné mon consentement et j'étais en Europe et à mon retour, on m'apprend que j'ai été élu membre du conseil d'administration. Alors, je m'amène à la première assemblée. Et ça, je fais appel à la mémoire de mes collègues, là, ça fait quelques années seulement, ils vont s'en rappeler. Et je me suis assis et j'ai dit, la seule et unique raison pour laquelle je suis assis ici, c'est pour faire en sorte que nous puissions mettre sur pied à l'amicale un véritable programme d'aide pour les anciens parlementaires au lendemain d'une élection. On a réussi. Mais on n'a pas fini encore. Il nous reste encore, on est bien avancé dans le PAE. On a le support psychologique qui est déjà assuré au lendemain d'une élection. Au moins, ces gens-là, au lieu d'être laissés à eux-mêmes, ils peuvent aller consulter, ils peuvent avoir de l'aide. C'est le mandat de l'amicale, ça fait partie de notre... la définition de notre loi. Alors donc, on s'est doté de ces mécanismes-là. Et moi, j'en suis très heureux, puis je pense que c'est ce qu'on devait faire. Depuis 81, où vous avez mis une croix définitive sur la politique, vous avez quand même occupé plusieurs fonctions
je dirais, dans des organismes paramunicipaux, paragouvernementaux. Ça a été quand même une carrière. Vous avez vraiment laissé l'entreprise privée pour le Donc, péripublic. en 1985, M. Bourassa m'a nommé chef du protocole adjoint au gouvernement du Québec à la veille du sommet de la francophonie. Le Québec recevait à ce moment-là les pays francophones. Alors, j'ai eu le plaisir, évidemment, de côtoyer les Chirac, les Mitterrand et les autres, et les grands de ce monde. Évidemment, c'était un privilège, ça, de pouvoir servir à ce moment-là. Et M. Bourassa m'a nommé également à la Régie des loteries du Québec. À la Régie des loteries, j'avais préalablement, moi, suivi une formation en marketing et je faisais en service du coaching au niveau du marketing pour le compte du Cégep Bois de Boulogne à Montréal. Alors donc, mes connaissances en marketing m'amenaient à la Régie des loteries où on parlait de concours publicitaires et le reste et tout ça. Et ensuite, la Régie des loteries a été fusionnée à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Avec beaucoup de réticence, M. Ryan me reconduit dans mon mandat à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Alors donc, mais en 1996, du jour au lendemain, le gouvernement a changé. On m'annonce que mon mandat va être reconduit. C'est M. Ménard qui était le ministre responsable de la sécurité publique et de ce service-là. Mais il est arrivé un changement au cabinet, M. Perrault. M. Perrault, du jour au lendemain, a fait le message au président de la Régie des alcools, des courses et des jeux de voir M. Harvey et de lui dire que son mandat devait prendre fin puis qu'on ne remplacerait pas M. Harvey à ce poste-là et puis tout ça. Alors, donc, on ne m'a pas reconduit. Vous êtes comment retombé sur vos pieds? Comment j'ai retombé sur mes pieds? Je l'ai fait, évidemment, de façon assez rigoureuse. Mais à ce moment-là, je pense qu'on a des valeurs. Hein. Je me suis ressourcé, j'ai consulté. Et puis, moi, j'ai eu, durant ma vie politique, on ne fait pas que des choses utiles, on fait des choses futiles souvent de fois. Et j'avais pris l'habitude de la consommation et tout ça, et puis l'habitude de la consommation d'alcool. Je ne suis pas allé dans d'autres expéditifs là, ou expédients, là, mais je m'en tenais à l'alcool. Mais c'est suffisant, l'alcool. C'est qu'un jour, j'ai dû traverser une ligne imaginaire là, qui a fait de moi là, un buveur social là, à un buveur problème. Mais j'avais à ce moment-là vraiment, là, j'ai sombré un peu dans cette mauvaise cause-là. Alors, c'était sûrement une grâce ou par souci, en tout cas, d'une renaissance possible là, que j'ai pu m'en sortir. Et puis, grâce à ma sobriété de ces années-là, moi, j'ai pu m'en sortir allègrement. Et toutes ces années en politique, à différents niveaux, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion du monde politique, de l'exigence du métier? C'est une belle histoire pour moi. Ça vaut la peine. Vous savez, la politique, à 20 ans, moi, je ne savais pas ce que serait mon devenir. Puis à 30 ans, j'ai été amené à œuvrer dans ce domaine-là. Mais c'est un autre chemin, c'est une autre route pour servir. Hein? Ça, je pense, inné, c'est inné chez soi, le goût de servir. Alors moi, j'ai pu m'accomplir là-dedans. J'aimais ça, j'aimais faire ce travail-là. Il y a d'autres moyens de servir et d'être heureux aussi, mais la politique, c'est une belle voie. La politique, vous savez, c'est noble, c'est grand, c'est beau. C'est extraordinaire, la politique. Je vous remercie beaucoup, M. Harvey.